L'histoire des Moores, à Willow Creek. Que feriez-vous si vos enfants n'avaient rien mangé depuis 3 jours, et si vos placards résonnaient du même vide que les usines silencieuses au bout de la rue? Dans une petite ville du Midwest, une famille fut confrontée à cette question insoutenable. Et la réponse ne vint ni par l'argent, ni par la chance, mais par une chaîne d'événements que personne ne put expliquer. Une facture de course soudain réduite de moitié. Des provisions qui apparaissaient là où il n'y en avait aucune. Un parfum de rose flottant dans l'air sans raison. C'est l'histoire de la famille Moore de Willow Creek, dans l'Ohio. Une histoire qui commence dans le manque, mais ne s'arrête pas là. Une ville déchue. Willow Creek avait autrefois vibré au son des presses d'acier et des camions qui transportaient le bois et les machines vers les côtes. Aujourd'hui, les usines se taisaient. Leurs fenêtres avaient été condamnées, leur parking transformé en friche couverte de mauvaises herbes. Le centre-ville portait les cicatrices de ce déclin, un poteau de barbier qui ne tournait plus, un dîner dont le néon open restait allumé mais dont les portes demeuraient closes, et un magasin de prêt sur gage où trop de familles déposaient les souvenirs qu'elles auraient voulu garder. Pourtant, au cœur de la ville, une silhouette tenait encore debout, l'église catholique Saint-Columba, une bâtisse de briques rouges coiffée d'un modeste clocher qui sonnait chaque dimanche matin. À 6 pâtés de maison, sur Cedar Street, se trouvait la maison des Moore. Une location à 2 étages dont la peinture s'écaillait, avec une balançoire grinçante que le vent faisait parfois gémir. Aux yeux des passants, ce n'était qu'une maison ouvrière parmi d'autres. Mais à l'intérieur, chaque pièce portait un poids invisible, des factures impayées empilées sur le comptoir, des vêtements trop petits que les enfants continuaient de porter faute de mieux, un réfrigérateur qui bourdonnait plus fort qu'il ne refroidissait. Les premiers signes. Les voisins commençaient à remarquer la lente dérive, même si peu osaient en parler. À l'école primaire de Willow Creek, Emma Moore, 12 ans, marchait la tête basse, ses baskets effilochées au bout des orteils. Son frère Thomas, 9 ans, racontait parfois à ses camarades qu'il avait déjà déjeuné quand arrivait l'heure du repas, alors que son ventre criait le contraire. Et la petite Léa, 4 ans, posait inlassablement la même question d'une voix fragile, « Maman, quand est-ce qu'on mange ?» Le père Bernard Cutter, 64 ans, prêtre de Saint-Columba depuis plus de 20 ans, observait tout cela avec inquiétude. Il avait accompagné des familles lors de baptêmes, de funérailles, de licenciements et de saisies immobilières. Il connaissait les Moore, Tony, autrefois artisan ébéniste réputé, et Elisa, qui tenait la comptabilité de leur atelier tout en élevant leurs 3 enfants. Chaque dimanche, il les voyait s'asseoir fidèlement au 4e rang en partant du fond. Et il remarquait, semaine après semaine, l'affaissement des épaules de Tony et la répétition des mêmes robes sur Elisa. Il savait combien la fierté peut être une chaîne lourde, retenant les gens de demander de l'aide jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. À l'épicerie Peterson S Market, Jacqueline Peterson avait elle aussi remarqué les signes. Elle connaissait la famille depuis des années. Autrefois, les Moore achetaient de la farine, des fruits, et même quelques friandises pour les enfants. Désormais, c'était seulement du pain, du lait, des haricots. Jamais de céréales. Jamais de glace. Jacqueline voyait Elisa recompter ses pièces avant de passer à la caisse. Elle devinait qu'elle faisait ce calcul mental chaque fois qu'elle poussait son chariot. La chute. Tout s'écroula en quelques mois. En novembre 2024, leur plus gros client, un promoteur de Cleveland, fit faillite, laissant une facture impayée de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Tony encassa le coup, persuadé qu'il pourrait se relever. Mais en janvier, un incendie causé par un défaut électrique ravagea son atelier. Les machines, les planches, les outils, tout fut réduit en cendres. L'assurance traîna des pieds et ne paya jamais. En mars, l'atelier n'existait plus, et avec lui, la source de leurs revenus. Elisa chercha alors du travail. À 38 ans, elle envoya des CV partout, cabinets comptables, petites entreprises, même le district scolaire. Mais les années passées à s'occuper des enfants pesaient lourd contre elle. Les lettres de refus s'empilaient, nous cherchons une expérience plus récente. Leurs économies disparurent rapidement. La camionnette familiale fut vendue, puis l'alliance d'Elisa au magasin de prêt sur gage. Enfin, même les meubles que Tony avait restaurés pour leur foyer furent sacrifiés. Pièce après pièce, la maison se vida, pendant que leurs dettes s'alourdissaient. Les enfants face à la faim. L'été arriva, lourd et implacable. Les repas rétrécirent. Parfois, il n'y avait que du pain grillé. Emma inventa des excuses pour ne pas aller manger des glaces après l'école avec ses amis. Thomas se plaignait de maux de ventre qui n'étaient pas dus à la maladie, mais au vide.
Et Léa devenait de plus en plus collante, tirant sur la manche de sa mère en murmurant « Maman, j'ai faim ». Les voisins voyaient quelques indices, une pelouse non tondue parce que l'essence coûtait trop cher, une lumière de Porsche qui restait éteinte pour économiser l'électricité. Mais personne ne mesurait l'ampleur du gouffre. À la messe, le père Bernard observait en silence. Le corps de Tony amaigrit sous sa chemise de travail. Elisa serrant son sac comme si elle protégeait les derniers billets qui s'y trouvaient. Les enfants, pâles, distraits, fatigués. Ils brûlaient de leur tendre la main, mais savaient que la fierté est parfois plus dure à briser que la misère. Le point de rupture. Au début d'août 2025, ils atteignirent le fond. Pendant 3 jours, les enfants ne mangèrent guère plus qu'une soupe claire faite de farine et de pois surgelés, quelques miettes de pain, puis seulement du thé sucré. Le soir, Elisa s'asseyait dans la cuisine vide, la tête entre les mains, tandis que Tony, en face d'elle, fixait le plafond en silence. Ses mains, jadis capables de façonner des meubles solides et beaux, n'arrivaient plus à apporter un simple morceau de pain à la table. « J'ai l'impression qu'on se noie, et que personne ne nous voit », murmura Elisa, la voix brisée. Tony lui prit la main, incapable de répondre. La honte et le désespoir leur coupaient les mots. La décision. Le matin du 12 août 2025, la petite Léa réclama des céréales qu'il n'y avait plus. Thomas dit que son ventre le faisait trop souffrir pour jouer dehors. Emma, silencieuse, fixait sa mère avec des yeux devenus trop graves pour son âge. Alors, Elisa comprit. Son orgueil devait céder la place à l'amour. « Mes enfants passent avant ma fierté », se dit-elle, comme un serment. À midi, elle les habilla de leurs vêtements les plus propres. Elle brossa leurs cheveux comme pour leur redonner une dignité que la faim leur volait. Puis, la main tremblante mais décidée, elle prit les leurs et se mit en marche vers le presbytère de Saint-Columba. L'accueil. Le père Bernard ouvrit la porte. Devant lui, Elisa, le visage pâle mais résolu, et les 3 enfants amaigris. Emma, les joues creusées. Thomas, la main posée sur son ventre. Léa, les yeux immenses d'innocence et de peur. Elisa avala sa fierté et dit d'une voix vacillante. « Père, nous n'avons pas mangé depuis 3 jours. » Je ne savais plus où aller. Le silence pesa un instant, puis le prêtre répondit avec une douceur ferme. « Entrez, ma chère. Vous avez bien fait de venir. » Il installa les enfants sur le canapé, leur apporta des biscuits et du lait. Ils se jetèrent dessus avec une voracité qui lui serra le cœur. Puis il écouta Elisa raconter tout, la faillite du client, l'incendie, les refus de travail, la descente lente et impitoyable. Elle termina en pleurs. « Nous avons toujours été honnêtes, père. Tony a travaillé de ses mains toute sa vie. J'ai élevé mes enfants du mieux que j'ai pu. Mais aujourd'hui, c'est comme si on nous punissait. » Le père Bernard posa sa main ridée sur la sienne. « Elisa, ce n'est pas une punition. La souffrance n'est pas une sentence. C'est un poids que nous portons parfois ensemble. Et vous n'êtes pas seul. » Il sortit une enveloppe du cabinet paroissial et la lui remit. 200 $ du fonds d'urgence de la paroisse. C'est pour des moments comme celui-ci. Pas de honte, pas de dette. Nourrissez vos enfants. Demain, nous chercherons une solution durable. Elisa voulut protester, mais il l'arrêta. Même Jésus a accepté l'hospitalité de ses amis. Accepter de l'aide, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la foi en action. Elle céda enfin, des larmes de gratitude roulant sur ses joues. En sortant du presbytère, l'enveloppe dans une main, la petite main de Léa dans l'autre, elle sentit un soulagement nouveau. Ses enfants mangeraient ce soir. Mais elle savait aussi qu'elle avait franchi une frontière, celle qui sépare la solitude de la grâce partagée. L'aube d'un mystère. Les mots ignoraient encore que ce geste, ce simple aveu de besoin, ouvrirait la voie à quelque chose de plus grand que le secours d'un soir. Car au-delà de l'aide d'un prêtre et de la charité d'une paroisse, un mystère allait se déployer. Un mystère qui ferait résonner la vérité que même dans une petite ville oubliée, même au milieu des usines mortes et des maisons affamées, le ciel continue de se pencher sur la terre. Et que parfois, c'est précisément au bord du désespoir que la lumière choisit d'apparaître. Le miracle de Willow Creek. Le 12 août, la chaleur écrasante s'abattait sur Willow Creek comme une couverture trop lourde, étouffant le souffle de ses habitants. Pour la plupart des clients, l'épicerie du centre-ville n'était qu'un arrêt banal sur le chemin du retour. Pour Elisa Moore, franchir cette porte revenait à monter dans une barque de sauvetage.
le ronronnement régulier des réfrigérateurs, le parfum mêlé des oranges fraîches et du détergent, la vue des rayons débordants de nourriture, tout cela l'ébranlait après 3 jours d'armoire vidée de ventre creux. Ses enfants, eux, avaient des yeux brillants d'émerveillement, comme s'ils pénétraient dans un monde enchanté. « Maman, on peut prendre des pommes ?» demanda Thomas à voix basse. Léa, les yeux écarquillés, tirait doucement sur la jupe de sa mère en désignant le rayon des biscuits. Élisa leur fit signe de se calmer, mais son cœur se serra. Qu'il goûte à la joie, ne fût-ce qu'un instant, pensa-t-elle. Dans sa main, elle serrait une enveloppe donnée par le père Bernard quelques heures plus tôt. 200 $. Une fortune qui pouvait nourrir sa famille une semaine, peut-être davantage si elle calculait chaque centime. Elle sortit de son sac une liste chiffonnée, pain, lait, pâtes, riz, légumes en conserve, fruits, et une petite douceur pour les enfants. Dans chaque allée, elle avançait lentement, effleurant les étiquettes du bout des doigts, évaluant les prix, choisissant toujours la marque la moins chère, la portion la plus modeste. Derrière le comptoir, Jacqueline Peterson observait en silence. Elle tenait cette épicerie depuis 15 ans et connaissait les hauts et les bas des familles de Willow Creek. Elle se souvenait du temps où les Moore achetaient du steak pour le repas du dimanche et des fraises fraîches au printemps. Aujourd'hui, elle voyait Élisa vérifier 2 fois chaque étiquette, additionner et soustraire dans sa tête sans dire un mot. Son cœur se serra, mais elle n'intervint pas. Au moment de passer à la caisse, Élisa posa soigneusement chaque article sur le tapis roulant. Les enfants bavardaient avec Jacqueline, Emma racontait ses histoires d'école, Thomas parlait de baseball. C'étaient les conversations légères d'une petite ville, censées apaiser les nerfs. Mais les mains d'Élisa tremblaient tandis que la machine comptabilisait les articles un à un. Le total montait rapidement, 47 $, puis 73, 95, 128. À 150, Élisa sentit la panique monter. Avait-elle mal calculé? Lorsque le chiffre atteignit 187,45 $, son cœur s'effondra. Avec les taxes, il ne lui resterait presque rien dans l'enveloppe. Rien pour les urgences. Rien pour le loyer. Elle se mordit la lèvre, retenant ses larmes. Jacqueline fronça les sourcils en voyant l'écran. C'est étrange, murmura-t-elle. Soudain, le total vacilla, puis chuta à 72,45 $. Elle cligna des yeux, incrédule. Elle annula tout, recommença, scanna chaque article de nouveau, 72,45. Une troisième fois, même résultat. Je ne comprends pas, dit Jacqueline. Mais je ne peux pas vous faire payer plus que ce qui s'affiche. Les doigts tremblants, Élisa sortit les billets de l'enveloppe. Elle s'attendait à n'avoir que quelques dollars restants. Mais après avoir payé, il lui restait plus de 127 $. Elle chargea les sacs dans son chariot, tentant de se convaincre qu'il s'agissait d'une simple panne. Pourtant, l'inquiétude persistait, les machines ne se trompent pas 3 fois. Les enfants, eux, rayonnaient de joie. Emma serrait un sac de pommes, Thomas un pot de yaourt, et Léa battait des mains en découvrant les biscuits. Arrivée à la maison, en déballant, Élisa se figea. Parmi les provisions, il y avait des articles qu'elle n'avait pas achetés, une bouteille d'huile d'olive, une tablette de chocolat, des petits pots pour Léa. « Est-ce que l'un de vous a mis ça dans le panier ?» demanda-t-elle. Les 3 enfants secouèrent la tête. Sur la table s'accumulaient près de 50 $ de marchandises jamais scannées, jamais payées. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Le soir venu, tandis que ses enfants riaient autour de bols de pâtes et de fruits, Élisa restait silencieuse, bouleversée par ce qu'elle avait vu, une caisse refusant d'afficher le plein prix, de la nourriture surgissant de nulle part. Une pensée osait frapper son cœur, peut-être que le ciel avait tendu la main. Dans la cuisine, l'air embaumait le parfum des tomates fraîches et du pain chaud. La table, pourtant dressée avec des assiettes dépareillées et des couverts usés, ressemblait ce soir-là à une salle de banquet. Emma chuchota, émerveillée, on dirait Noël. Lorsque Tony franchit le seuil, la poussière de la journée encore collée à ses bottes, il s'arrêta net devant le festin. « D'où vient tout ça ?» demanda-t-il. Élisa, la voix tremblante, raconta ce qui s'était passé à l'épicerie. Tony resta bouche bée, répétant plusieurs fois le montant de 72 $ comme pour lui donner un sens. Enfin, il s'assit, la gorge serrée, alors, mangeons. Merci, Seigneur. Mangeons. Les enfants se jetèrent sur la nourriture, leur rire emplissant la maison. Élisa, en les observant, sentit ses larmes couler malgré elle. Depuis des mois, elle portait le poids de la peur et de la honte. Ce soir,
ce poids se brisait. Ses enfants étaient en sécurité, rassasiés, heureux. Après le repas, Tony baigna les petits tandis qu'Elisa rangeait lentement. Comment expliquer une chose pareille? Se demandait-elle. Les machines ne se trompent pas 3 fois. La nourriture ne se multiplie pas dans des sacs. Et pourtant, tout était là, tangible, dans les ventres repus, dans les restes au réfrigérateur, dans l'enveloppe encore gonflée. Cette nuit-là, alors que la maison s'apaisait, un parfum de rose envahit le salon. La lampe se mit à vaciller doucement, et près de la bibliothèque, une lumière dorée naquit, chaude, enveloppante. Elisa et Tony, pétrifiés, virent une silhouette émerger, une femme vêtue de blanc et de bleu, sereine, les mains jointes en prière. Ses yeux reflétaient une tendresse infinie, au-delà de toute mesure humaine. Sa voix résonna comme une musique, « N'ayez pas peur, mes enfants. Je suis Marie, la mère de Jésus, et votre mère dans la foi. J'ai entendu vos prières. J'ai vu vos souffrances. Vous n'êtes pas abandonnés. » Elisa s'effondra à genoux, entraînant Tony. « Est-ce vraiment vous? Avez-vous fait cela pour nous? » La femme sourit, et son sourire lui-même semblait guérir les plaies invisibles. Quand une mère voit ses enfants dans le besoin, elle agit. Ce que vous avez reçu n'est qu'un commencement. Les épreuves ne diront pas le dernier mot. Bientôt, Tony trouvera du travail. Vos enfants grandiront en sécurité. L'amour que vous portez rayonnera plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. Durant 10 minutes, la pièce fut emplie de cette présence lumineuse. Puis la lumière s'adoucit, le parfum de rose demeura un instant, et la vision s'effaça. Les Moore restèrent agenouillés longtemps, bouleversés. Elisa murmura, « Nous ne serons plus jamais les mêmes. » Le lendemain matin, un rayon de soleil traversa les stores de la cuisine. L'odeur de rose flottait encore. Quand Elisa ouvrit le réfrigérateur, elle poussa un cri, des étagères pleines de lait, de beurre, de légumes frais, de viande. Sur le comptoir reposait un pain encore tiède. Tony, en voyant cela, pâlit. Elisa, tout ça n'était pas là hier soir. Les enfants se réveillèrent et se mirent à table, croquant le pain, riant comme si la misère des derniers jours n'avait jamais existé. On mange comme des rois, dit Thomas la bouche pleine. Ce n'est pas de la magie, corrigea doucement Elisa. C'est plus grand que ça. Tony, homme pragmatique, restait troublé. Nous devons en parler au père Bernard, dit-il. À la cure, Elisa raconta tout, la caisse, les provisions apparues, la femme en blanc et bleu qui s'était présentée comme Marie. Le prêtre, d'abord prudent, lut dans ses yeux une sincérité sans faille. Écrivez tout, lui conseilla-t-il en lui donnant un carnet. Notez chaque signe, chaque détail. Si cela vient de Dieu, les fruits parleront d'eux-mêmes. Pendant ce temps, Tony, reprenant sa tournée des ateliers, sentait en lui une assurance nouvelle. Les paroles entendues la veille résonnaient, tes mains travailleront à nouveau. Même sans voir le pain multiplié ce matin, il savait que quelque chose avait changé. À Willow Creek, personne ne se doutait encore que dans une petite maison de Cedar Street, un miracle avait commencé. Mais les Moore, eux, savaient déjà qu'ils n'étaient plus seuls. Chaque parfum de rose, chaque morceau de pain partagé devenait un rappel, ils n'étaient pas oubliés. L'histoire des Moore, quand la grâce transforme une vie ordinaire. La première halte de Tony Moore ce matin-là fut chez Barbet et Fils Restauration, un atelier familial connu dans toute la région pour redonner vie aux vieilles demeures historiques et aux meubles anciens. Des mois plus tôt, le propriétaire, Ray Barbet, lui avait dit franchement. « Tony, j'aimerais te prendre, mais je n'ai rien pour toi en ce moment. » Tony était reparti déçu, mais sans grande surprise. Le travail dans la restauration du bois ancien se faisait rare, presque introuvable. Pourtant, en franchissant la porte ce matin-là, une étrange confiance l'habitait. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes vitres, illuminant les particules de sueur en suspension. On entendait le crissement des rabots et le martèlement régulier des maillets. De jeunes apprentis transportaient des planches de chêne d'un établi à l'autre. Au milieu de cette effervescence, Ray leva les yeux de son clipboard et, à la grande surprise de Tony, lui adressa un large sourire. « Tony Moore. Tu arrives au bon moment. » Il posa ses papiers et poursuivit. « Hier soir, un promoteur de Columbus m'a appelé. Il veut une restauration complète d'une ferme du XVIIIe siècle. Il exige des hommes qui maîtrisent l'assemblage traditionnel, pas seulement les machines électriques. J'ai immédiatement pensé à toi. » Tony resta figé, incapable d'y croire.
Hier soir? Balbutia Théil. Oui, répondit Ray en riant. Drôle de coïncidence, non? Je me suis couché en pensant, qui puis-je vraiment mettre sur ce chantier? Et voilà que tu franchis ma porte ce matin. Si tu es partant, c'est 6 mois garantis. Bon salaire, de quoi retrouver une stabilité. Un frisson parcourut Tony. 6 mois de travail assuré, dans son métier, son article. C'était comme si l'on venait de poser une poutre solide au-dessus de l'abîme où il sombrait depuis si longtemps. Sa gorge se serra. Ray, oui. Bien sûr. Merci. À midi, en reprenant le volant pour rentrer chez lui, il serrait le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Il aurait voulu crier sa joie au monde entier. En arrivant à la maison, il entra dans la cuisine. Élisa était là, son journal ouvert sur le comptoir, tandis que les enfants riaient, entourés de bouts de papier et de crayons de couleur. Tony franchit le seuil, incapable de retenir sa voix. Élisa. J'ai du travail. 6 mois garantis. Je commence lundi. Les enfants se figèrent une seconde, puis explosèrent de joie. Emma se jeta dans ses bras. Thomas leva le poing en signe de victoire. La petite Léa poussa un cri aigu. Papa a trouvé un travail. Elle tourna sur elle-même, dansant de bonheur. Élisa porta ses mains à sa bouche. Des larmes jaillirent de ses yeux. Tony, murmura-t-elle. Elle avait dit que ça arriverait. Ils restèrent là, au milieu de la cuisine, entourés de rires, le bourdonnement du réfrigérateur comme seule musique. Pour la première fois depuis des mois, Tony sentit la honte s'alléger de ses épaules. Il n'était plus un homme réduit à survivre. Il redevenait un père, un mari, un pilier. Ce soir-là, le soleil couchant baignait Willow Creek d'une lumière dorée. Dans le quartier, certains remarquèrent le changement. Jacqueline Peterson, en voyant les Moore descendre la rue principale, fut frappée, les enfants dégustaient des cornets de glace, petite douceur qu'Élisa n'aurait jamais osé acheter auparavant. Depuis la fenêtre du presbytère, le père Bernard sourit. Il savait que la Providence commençait à tracer un dessin, et que déjà, les premiers points de couture apparaissaient. Mais plus que le travail ou l'argent, ce qui revenait à Tony, c'était la dignité. Comme un meuble ancien restauré dans l'atelier de Ray Barbé, sa valeur cachée ressurgissait, intacte. Et ce soir-là, alors que la famille Moore se mit à genoux pour prier, la voix de Tony ne trembla plus de honte. Elle résonna, ferme et reconnaissante. Seigneur, merci pour ce travail, pour ma famille, pour la chance de me tenir droit à nouveau. Le 15 août 2025, fête de l'Assomption, l'aube se leva claire sur Willow Creek. Les cloches de Saint-Columba résonnaient au-dessus des usines silencieuses et des maisons modestes. Pour beaucoup, c'était un jour de fête religieuse. Pour les Moore, c'était surtout la première messe depuis que le pain était revenu sur leur table. Ils y allèrent tous ensemble, vêtus de leurs plus beaux habits de seconde main. Dans l'église, la lumière traversait les vitraux, colorant les bancs usés de reflets éclatants. En les voyant entrer, les paroissiens se retournèrent. Tony marchait droit, les épaules redressées. Le visage d'Élisa rayonnait d'une paix nouvelle. Les enfants, jadis si pâles, respiraient de nouveau la joie. Du haut de la chaire, le père Bernard sentit l'importance de ce moment. Sa voix prit une solennité particulière. Marie est une mère qui n'abandonne jamais ses enfants. Elle se penche sur les familles dans la détresse, elle fortifie les cœurs brisés, elle rappelle que le ciel touche encore la terre. Si vous vous sentez oublié, souvenez-vous, vous ne l'êtes pas. Élisa serra la main de Tony. Chaque mot lui semblait écrit pour eux. À la sortie de la messe, un enchaînement étrange et bouleversant se produisit. Madame Sylvie Watkin, une institutrice à la retraite, s'approcha d'Élisa avec une enveloppe. Je ne sais pas pourquoi, mais 3 nuits de suite, j'ai rêvé d'une dame en bleu me disant de vous donner ceci. À l'intérieur, 5 billets de $100, neufs, impeccables. Élisa trembla, incapable de parler. Puis Jacques Reynolds, ancien menuisier, vint trouver Tony. J'ai entendu que tu commences chez Barbé et Fils. Prends mes outils, mes ciseaux, mes serre-joints. Ils sont mieux dans tes mains que rouillant dans mon garage. Et les gestes se succédèrent, une mère de famille proposa de garder les enfants après l'école, un membre des chevaliers de Colomb s'engagea à fournir les courses du mois, une veuve remit à Élisa un sac de légumes de son jardin. Personne n'avait été sollicité. Tout s'offrait avec une urgence mystérieuse, comme porté par un souffle invisible. Jacqueline Peterson,
témoin quelques jours plus tôt d'un événement étrange dans son épicerie, croisa le regard d'Elisa et lui adressa un signe silencieux, elle savait. Les enfants, eux aussi, témoignaient. Emma reçut un sac d'école neuf d'une femme appelée Marie. Thomas trouva des livres déposés sur son bureau, avec une note manuscrite, pour Thomas, avec affection, Marie. Même la petite Léa annonça, l'air sérieux. La belle dame en bleu est venue dans ma chambre hier soir. Elle a dit qu'elle nous aimait. Elisa et Tony se regardèrent, bouleversés. L'innocence de leurs enfants ne laissait aucune place au doute. Le soir même, la maison des Moore débordait non seulement de nourriture et de dons, mais surtout de cette présence invisible faite de bonté, de solidarité et de grâce. Le père Bernard nota dans son carnet, c'est ainsi que la grâce se multiplie. Un acte de foi, et tout un village s'éveille. Cette nuit-là, alors que les enfants dormaient, Elisa sentit un parfum de rose envahir la maison. Elle ouvrit le réfrigérateur et découvrit des aliments apparus mystérieusement, viande, œufs, confiture. Tony, silencieux, resta figé à ses côtés. Puis, à 21h30 précise, la flamme de leur bougie vacilla. La lumière dorée revint, douce d'abord, puis éclatante, remplissant chaque recoin. La dame en blanc et bleu apparut de nouveau. « N'ayez pas peur, dit-elle, sa voix semblable à une mélodie. Vous avez été fidèle dans la souffrance. Maintenant, je vous donne non seulement le réconfort, mais une mission. » Elle se tourna vers Tony. « Tes mains, jadis chargées de honte, bâtiront à nouveau. Pas seulement pour ta famille. Tu enseigneras à d'autres, des jeunes sans travail, sans espoir. Par ton art, tu leur rendras leur dignité. » Puis, vers Elisa. « Ton courage, né de l'amour pour tes enfants, ne s'arrêtera pas à ta maison. Tu rassembleras des familles, tu leur donneras espoir. De ta souffrance naîtra une source de compassion. » Enfin, elle s'inclina vers les enfants. « Emma, Thomas, Léa, vous grandirez dans l'amour et la sécurité. Ce que vous avez enduré vous rendra sensible à la douleur des autres. Votre famille sera une lumière, un témoignage que Dieu n'abandonne jamais son peuple. » Puis la vision s'effaça, laissant le parfum des roses et un silence sacré. Tony murmura. « Elle ne nous a pas seulement sauvés, elle nous envoie. » Et Elisa répondit doucement. « Alors, soyons fidèles. Quoi qu'il en coûte. » 5 années passèrent. Willow Creek portait encore la mémoire de cet été 2025, comme un parfum qui ne s'éteint pas. Tony dirigeait désormais Moore Restauration et Craftworks, un atelier florissant spécialisé dans le bois historique. 8 artisans travaillaient avec lui, beaucoup d'anciens apprentis sans avenir qui avaient retrouvé espoir grâce à son enseignement. L'enseigne portait une croix et une devise gravée dans le chêne, « Travaille avec tes mains, bâtis avec ton cœur ». Elisa, elle, avait fondé le Family Hope Network. Ce qui avait commencé dans leur salon avec quelques mères en détresse était devenu une organisation reconnue, soutenant chaque année plus de 300 familles à travers l'Ohio. Son credo, nous ne faisons pas la charité. Nous marchons aux côtés des familles jusqu'à ce qu'elles puissent se relever. Leurs enfants grandissaient. Emma rêvait de devenir assistante sociale. Thomas voulait devenir médecin. Et la petite Léa répétait inlassablement, la dame en bleu nous aime. Toujours. Même le village avait changé. Des pèlerins affluaient, attirés par l'histoire des Moore. On venait assister à la messe, visiter l'atelier de Tony, ou participer au réseau d'Elisa. Beaucoup repartaient transformés. Et chaque 15 août, autour de la même table de cuisine où jadis ils avaient pleuré sur leurs assiettes vides, les Moore priaient ensemble. « Seigneur, disait Tony, il y a 5 ans, nous demandions seulement du pain. Tu nous as donné une mission. Aide-nous à ne jamais oublier de partager ce que nous avons reçu. » Alors, parfois, un parfum de rose flottait à nouveau dans la maison. Était-ce mémoire? Était-ce plus? Peu importait. Car une certitude demeurait, le ciel avait touché Willow Creek. Et sa marque ne s'effacerait jamais.